Imagine, demain, t'as plus de compte bancaire. Comment tu ferais pour payer ton loyer, pour toucher ton salaire? Bienvenue dans l'enfer des exclus bancaires. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de nouveau, un documentaire sur l'accessibilité bancaire en 3 parties et en partenariat avec la Banque Postale. Et pourquoi j'ai mon manteau? Parce que je vous emmène à Paris pour mener l'enquête sur qui sont les personnes exclues bancaires, pourquoi vivre sans compte bancaire c'est un cauchemar et comment on peut s'en sortir. Allez, j'ai mon train à prendre direction Paris. Et voilà, je suis bien arrivé à Paris. Alors, je voulais vraiment avoir le témoignage d'une personne exclue bancaire, mais c'est très compliqué, tout simplement parce que beaucoup déjà ne parlent pas français, et aussi que quand tu es dans une situation de précarité extrême, t'as pas forcément envie d'être filmé, de passer à l'écran et de raconter tes galères. Je suis donc avec quelqu'un qui travaille avec plein d'exclus bancaires. Bonjour Fatna. Bonjour. Tu es directrice du secteur Aubervilliers à la Banque Postale. À Aubervilliers, il y a 42% de pauvreté parmi les habitants. C'est la 6e ville la plus pauvre parmi les villes de 20 000 habitants ou plus. Hors scoop, les exclus bancaires sont très souvent pauvres. Du coup, tu en côtoies énormément et on verra comment vous en aidez beaucoup à s'en sortir. Pour que les gens comprennent bien pourquoi c'est un cauchemar en fait de ne pas avoir de compte bancaire. En fait, sans compte bancaire, vous ne pouvez pas toucher vos minima sociaux, vous ne pouvez pas recevoir de salaire, vous ne pouvez même pas toucher les indemnités de la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment un cauchemar. Maintenant, les espèces n'ont plus cours. Dans les organismes, effectivement, dans les années 70, la CAF pouvait être payée en espèces, ou les indemnités, mais c'est plus le cas maintenant. Ouais, donc t'es vraiment, sans RIB, en fait, t'existes pas, quoi. Sans compte en banque, t'as pas de RIB, et sans RIB, tu peux pas trouver de logement, et si t'as pas de famille pour t'aider ou recevoir un salaire sur un autre compte ou quoi. Ouais, plus tu dis, maintenant tout est digital, donc... Tout est digital, donc en fait, et vraiment, pour eux, c'est la double peine. Tu as d'abord la barrière de la langue, si tu arrives de l'étranger. Ensuite, tu as la barrière de fracture numérique, parce que nous, en fait, maintenant, toutes les process pour demander tes minima sociaux, pour faire une déclaration d'impôt, etc., tout est dématérialisé. Donc en fait, il faut vraiment se battre sur tous les fronts par rapport à cette population, cette typologie de population. Enfin, moi, j'avais jamais réfléchi à quel point je connaissais pas spécialement le sujet de l'exclusion bancaire, à quel point avoir un compte en banque, en fait, c'est ultra central pour toute démarche dans ta vie, pour ton autonomie, pour tes projets, pour tout, quoi. Pour tout, en fait, tout le monde, quand tu vas demander à Pôle emploi, ils vont te demander un RIB. Quand tu vas demander à la CAF, ils vont te demander un RIB. Tu vas voir ton employeur, il va te demander un RIB. C'est quoi un peu les profils des personnes exclues bancaires ? Alors en fait, les profils sont assez variés. On a une population de migrants qui vient d'étrangers, donc de réfugiés, qui veulent avoir leur premier compte bancaire. On a les personnes qui connaissent des accidents de la vie, chômage ou maladie. Et il y a des personnes qui tout simplement ont été chassées de leur banque suite à un accident financier comme surendettement ou ce genre de choses, ou interdit bancaire. Oui, il y a aussi des personnes SDF, je crois, qui en plus souvent tu peux facilement te faire voler ou perdre tes papiers et du coup t'as plus accès au RSA ou quoi. J'espère que ça sera coupé. Non, parce que je t'ai interrompu, pardon. Ah, mais non, pas de souci. Oui, effectivement, il y a aussi les SDF, malheureusement, qui sont en grande précarité et effectivement, c'est pas évident pour eux d'avoir accès à un compte bancaire, alors que c'est vital pour leur permettre de toucher leurs prestations sociales. Ouais, et en fait, la plupart de ces populations, faut bien commencer quelque part, en fait, pour pouvoir, si t'as pas de papier ni administratif ou de titre de séjour, ni de compte bancaire, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue pour essayer de s'intégrer, quoi. Oui, et en fait, par exemple, pour reprendre le cas des migrants, ils font la demande d'asile, mais effectivement, c'est le parcours du combattant pour pouvoir accéder à des services bancaires pour ces types de populations. Et en l'occurrence, vous avez une grosse communauté du Bangladesh, et il y en a 80% qui s'insèrent dans le travail, c'est énorme. Oui, c'est énorme. En fait, ils font partie vraiment d'un réseau, ce qui leur permet communautaire de solidarité. Généralement, ils travaillent dans la restauration. Et il y a aussi beaucoup tu me disais, de familles monoparentales ou quasi monoparentales, tellement des fois le père il dort un peu, quoi. Ouais, effectivement, c'est des populations avec des mères courageuses, je tiens à signaler, parce qu'en fait elles élèvent leurs enfants toutes seules sur l'éducation de leurs enfants. Et très souvent, en fait, le père, oui, effectivement, ils ont un père, mais il ne s'occupe pas de l'éducation et ne pourvoit pas leurs besoins. Et vraiment, elles sont vraiment très très grande précarité. On ne sait pas où les enfants dorment, on ne sait pas comment ils font pour tenir le coup à l'école. Et nous, notre but, c'est de les aider à s'en sortir. Ouais. Et par exemple, pourquoi est-ce que les banques elles refusent d'ouvrir un compte à un réfugié ? Qu'est-ce qu'elles leur disent ?
Bah, leur disent non. Et en fait, c'est pas assez rentable pour eux. Ils leur apportent rien, puisqu'au départ, il n'a pas de revenus. Mais du coup, sans compte bancaire, tu te débrouilles comment au quotidien? Comment tu fais, je sais pas, juste pour payer ton forfait de téléphone, par exemple? Bah, en fait, la plupart font des recharges téléphoniques, ce qui leur coûte cher. Donc, en fait, à chaque fois, ils sont obligés d'aller voir, souvent dans des kiosques à journaux, ils font des recharges avec ce genre de type d'opérateur ou des boutiques où ils font des réparations de téléphone, etc. Mais là, tu vois, donc là, ils rechargent là-bas leur téléphone pour pouvoir joindre leur famille au pays, ou bien même ne serait-ce que chercher du travail ou rester en contact avec leurs amis en France. Ouais, mais c'est un peu la double peine, parce que non seulement déjà tu es dans une situation financière et administrative galère, mais en plus tu payes plus cher que la moyenne des gens pour juste avoir un forfait téléphonique ou plein d'autres choses, quoi. Exactement, et c'est beaucoup plus cher parce que c'est des recharges. Et donc c'est vraiment, eux, ils sont vraiment sanctionnés de tous les côtés. Et ça, c'est qu'un aperçu de ce que tu vois, parce qu'on peut aussi parler du logement. Souvent, c'est des proies faciles pour les marchands de sommeil, tout simplement parce qu'en fait, ils ne peuvent pas présenter de garantie pour aller prendre une location classique. Donc, un marchand de sommeil a un appartement, il va diviser ça en plusieurs chambres. Et dans les plusieurs chambres, il n'est pas rare de les voir s'entasser à 2 ou 3 et de les faire payer, et que le marchand de sommeil leur fasse payer 400 ou 500 euros pour se loger. Ouais, donc il y a un vrai business de gens qui profitent de la misère des exclus bancaires, quoi. Oui. Et qui en plus, souvent, comme tu n'as pas de compte en banque, tu vas être obligé, pour le moindre truc où il y a besoin d'un compte en banque, de demander à un proche ou à quelqu'un de ta famille ou de ta communauté, ou même des fois des gens que tu connais très peu, de te dépanner. C'est-à-dire, par exemple, s'ils veulent vraiment un forfait téléphonique, ils vont donner le RIB d'un ami, d'un tiers, mais c'est malaisant vis-à-vis de cette personne, et tu n'es jamais libre. Si jamais un jour elle décide d'arrêter le prélèvement, ta ligne téléphonique est coupée. Tout ce système D, ça laisse aussi la porte ouverte aux arnaques. Est-ce que tu peux nous parler des arnaques de reprise sur chèque? Oui, effectivement. Donc, vous avez par exemple des clients qui sont déjà bancarisés chez nous, fragiles. Okay. Et il y a souvent des personnes qui viennent en leur disant... qui, elles, sont exclues bancaires? Qui n'ont pas de compte. Généralement, c'est des arnaqueurs. Ils leur disent, écoute, mon frère, j'ai pas de compte, est-ce que tu peux m'aider? J'ai un chèque, j'ai travaillé, tu peux le déposer sur ton compte et après, tu me donnes l'argent en espèces. Donc, la personne accepte de bon cœur. Pour transformer un chèque en liquide. Et quelques jours plus tard, une fois que les vérifications sont faites, la banque s'aperçoit que soit le chèque a été volé, soit c'est un chèque frauduleux. Et donc, il y a ce qu'on appelle une reprise sur chèque. Et donc, la personne qui a voulu aider se retrouve à découvert. Et c'est elle qui doit régler la facture. Avec des énormes montants, quoi. Des énormes montants, ça peut être 1 500 euros, 3 000 euros. On a une petite étudiante qui est venue ouvrir un compte. Sa maman est cliente chez nous, tout ce qui est le plus classique. Elle voulait ouvrir un compte pour percevoir sa bourse. Donc, elle a fait connaissance, ou elle en avait un ami sur les réseaux sociaux. Il lui a dit, écoute, dépose-moi le chèque parce que je viens de vendre une voiture, j'ai pas de compte, et après tu retires l'argent en espèces. Ça n'a pas loupé, elle a retiré l'argent en espèces. Et résultat, elle s'est retrouvée avec un découvert de 3 900 euros à régler à la banque. Ah oui, quand même. Oui, et sauf qu'elle n'a pas les moyens de les régler. Du coup, il est fiché pour fraude et elle a fait un dépôt de plainte. Mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas retrouvé son arnaqueur. Elle part avec un boulet au pied alors qu'elle vient d'avoir 18 ans. Ouais. Et donc, quand tu es étudiante, tu as envie de sortir avec tes amis, etc., tu peux pas réouvrir de compte parce que tu es fiché. Et généralement, les autres banques ne voudront pas de toi parce que tu es fiché. Ouais. À cause d'une erreur. À cause d'une erreur de jeunesse. De gentillesse naïve, quoi. Exactement. Et donc il y a vraiment une frontière fine quand t'es plus exclu bancaire et que t'arrives à avoir un compte. En fait, tu peux encore facilement redevenir exclu bancaire à cause de ce genre d'arnaque. Exactement. Juste parce que tu as voulu aider quelqu'un, quoi. Exactement. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on sensibilise les gens, en fait, quand ils ouvrent leur compte, à ne verser vraiment que les salaires, les chèques ou les salaires dont ils connaissent l'origine. Ouais, c'est vraiment un système D dans tous les aspects de ta vie avec tous les risques qui sont règles du jeu dans chaque domaine, quoi. Exactement. Ensuite, quand t'as pas de compte bancaire, ni d'éducation budgétaire, ça peut être très dur de mettre de l'argent de côté. Par exemple, je sais pas si t'as besoin de financer une voiture, un mariage ou autre. Donc ils mettent en place des tontines. C'est quoi une tontine, Fatna? En fait, une tontine, c'est un groupe de personnes qui va se réunir et chacun va cotiser par mois. Par exemple, un exemple, vous êtes 10 et vous cotisez chacun 100 euros par mois. Donc, une fois par an, moi, je récupère la mise des 1 000 euros. Et puis, comme ça me permet d'avoir de l'argent de côté. Donc, ça permet de mutualiser pour des grosses dépenses. Et il y a plein de fois où tu économises, c'est pour les autres. Et il y a une fois où tout le monde va économiser, ce sera toi Ça sera pour toi, c'est toi le bénéficiaire. Ouais. Sauf que des fois, c'est centralisé sur un compte bancaire. Et ça, du coup, c'est illégal, quoi. C'est pas autorisé, normalement. Après, c'est culturel aussi. Voilà. Nous, on voit ça avec nos yeux, avec l'éducation qu'on a financière d'ici. Ouais. Dans les pays d'où ils viennent, c'est culturel, c'est tout à fait normal. Oui, comme nous, on a une caisse de retraite, c'est juste que c'est institutionnalisé, quoi. Mais exactement. La Sécu, c'est la même chose, quoi. Voilà.
Toi, pourquoi ça te tient à cœur d'aider ces personnes? Parce qu'en fait, je suis très sensible à leur sort, mais je me dis, et si c'était moi qui avais dû migrer vers un autre pays? Eux, enfin, je parle pour les gens d'Aubervilliers, la plupart, c'est une grosse communauté bangladesh. Si je devais faire le trajet en sens inverse, je sais pas comment je le ferais, avec la barrière de la langue. Il faut se rappeler qu'on est tous des humains et que, voilà, s'ils traversent, s'ils font des milliers de kilomètres pour venir ici, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils quittent leur famille. Ouais. Et donc, en fait, c'est un minimum de respect qu'on doit à ces gens-là. Et les familles monoparentales, en fait, le sort des enfants me révolte parce que je trouve qu'en France, en 2025, il ne devrait pas y avoir d'enfants qui soient obligés de dormir dans un trou à rats, dans un hôtel miteux, de ne pas pouvoir avoir les mêmes chances, en fait, en termes d'éducation que quelqu'un qui a un logement. Et ça, franchement, ça me révolte. Ouais. Ça me révolte, surtout pour les enfants. Ouais. Et tu me disais, il y a à la fois les deux extrêmes de cette misère extrême et en même temps une force vitale de, tu vois, tous ces gens qui, bah ouais, si tu traverses la planète pour quitter ton pays en guerre ou quoi, c'est pas de gaieté de cœur, il y a aussi une force vitale, quoi. Oui, ils ont envie de s'en sortir. Et en fait, s'il y a quelque chose à faire, ils vont le faire. Si n'importe quel travail, ils vont le prendre. Non seulement ils s'en sortent eux, mais en plus ils font vivre leur famille qui est au pays. Oui. Après, il y a des gens aussi qui sont pas forcément migrants, qui sont dans la précarité, des retraités qui touchent une petite retraite, qui ont cotisé toute leur vie, mais malheureusement c'était pas assez suffisant, donc ils se retrouvent avec vraiment en grande précarité, ne serait-ce que pour payer le loyer. Une fois qu'ils ont payé les dépenses courantes, ils ont quasiment plus rien sur leur compte, et ça arrive que des gens viennent faire des retraites d'1,50 €. Ah ouais. C'est vraiment dramatique, en fait. C'est pour ça qu'on est là, pour les aider en situation. Voilà, c'est l'accessibilité bancaire, c'est vraiment fait pour aider ce type de personnes. Ou bien des gens qui ont travaillé, comme toi, comme moi, et qui du jour au lendemain perdent leur emploi parce qu'ils sont malades, parce que la société a fait faillite, et se retrouvent démunis. Ouais. Donc c'est ça, rester au service des gens, en fait, et des populations fragiles. Ouais, et puis j'imagine que les besoins, ils augmentent aussi avec l'inflation, la crise du pouvoir d'achat. Quand tu reçois 400 € de RSA ou 500 € de RSA et que tu as une facture de 100 € par mois d'électricité parce que ton logement est mal chauffé, c'est dur. Ouais. Bah, je trouve en tout cas, c'est super de mettre ce monde en lumière parce qu'on se rend pas compte à quel point, j'allais dire, c'est un monde à part, en fait. C'est un monde à part et c'est un monde parmi nous. Oui. Et en fait, il faudrait que les gens, voilà, se mettent à leur place. Vous touchez 500 €, bah, payez votre loyer avec, payez votre facture EDF, payez votre abonnement téléphonique. Et qu'est-ce qui vous reste à la fin pour manger? Et oui, tu disais, en plus, il y en a beaucoup qui ont leur famille au pays à qui ils doivent envoyer de l'argent. Donc, Oui. donc c'est encore plus dur, déjà que tu es précaire financièrement, de nourrir ta famille au pays, quoi. Oui, mais ils font cet effort. C'est-à-dire qu'ils vont pas connaître de loisirs, ils vont pas aller au cinéma, ils vont vraiment se restreindre sur tout. Voilà, pour pouvoir honorer leur loyer, payer leurs factures, et en même temps envoyer de l'argent pour que leur famille vive et s'en sorte. Et ça, c'est admirable. Merci Fatna de nous avoir fait plonger dans le monde des exclus bancaires. Pour vous donner un avant-goût de la deuxième partie et finir sur une note porteuse d'espoir, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Monsieur Das que vous avez accompagné? Oui, avec plaisir. En fait, Monsieur Das a eu un parcours de migrant classique. Donc il est venu, il a ouvert du Bangladesh. Okay. Il a ouvert son livret A en 2014. Donc ensuite, il a commencé à travailler. Après, il a ouvert un compte courant bancaire classique. Il a déposé ses salaires dessus. On l'a aidé à économiser. Ensuite, il a trouvé un logement en location. Et puis là, on est fiers d'avoir pu l'accompagner pour qu'il puisse devenir propriétaire. Donc, à force de volonté, voilà. En 10 ans. En 10 ans. Et je trouve ça admirable. Trop bien. Merci Fatna de nous avoir permis de mieux comprendre le quotidien des exclus bancaires. C'est vrai que moi le premier, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas du tout ce sujet de société. Et c'est clairement révoltant. Et on voit à quel point tu peux vite rentrer dans un cercle vicieux où c'est difficile de s'en sortir. Mais comme tu viens de nous raconter, il y a aussi plein de gens qui s'en sortent. Donc la semaine prochaine, dans la deuxième partie, je vous raconterai comment la Banque Postale, qui est partenaire de ce podcast, aide 3 millions de personnes vulnérables financièrement. Et vous risquez d'être surpris. Merci Fatna. Merci, à bientôt. Ciao tout le monde, à dimanche prochain.